Bonsoir à tous. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Yann Kaspar, juriste, traducteur, analyste politique franco-hongrois, pour parler de son livre Édouard Bernays, l'homme qui murmurait à l'oreille des foules, mais en faisant du Bernays appliqué, car nous avons déjà reçu Monsieur Kaspar. Vous retrouvez d'ailleurs dans l'angle droit de votre écran un lien vers sa vidéo précédente. Monsieur Kaspar, comment allez-vous? Ça va très bien, comme l'autre fois. Je suis ravi d'être là de nouveau. C'était il y a un peu plus d'un mois maintenant, il me semble. Donc voilà, on avait convenu un peu de prolonger la réflexion en allant sur des sujets plus actuels, plus pratiques. Parce que la vidéo du 9 mai était plus consacrée donc à la vie, à l'œuvre d'Édouard Bernays. Donc on rappelle, Édouard Bernays, c'est quelque sorte ce père de la propagande moderne, en tout cas, du moins le pionnier de la propagande moderne telle qu'on l'a connue au XXe siècle. Hein. C'est-à-dire, c'est un Américain d'origine viennoise qui a vécu 104 ans et qui, tout au long du XXe siècle, a travaillé pour des grandes firmes américaines, pour le gouvernement américain, pour travailler au corps l'opinion publique américaine, pour des intérêts privés américains et les intérêts du gouvernement américain. Et puis donc on a parlé de ça pendant une bonne heure et on avait quand même déjà aussi pas mal commencé à effleurer des sujets actuels. Hein. Donc c'est essentiellement j'appelle ça les 2 G, hein, la grippe et la guerre. Donc on va encore, j'imagine, en parler ce soir, mais je crois qu'il y a aussi d'autres sujets qu'on peut aborder en se servant un peu de Bernays, de ce que son œuvre, de ce que dans quelle mesure les techniques de propagande utilisées tout au long du XXe siècle permettent de comprendre toutes les narrations médiatiques qui sont mises en place au quotidien pour nous forcer à penser dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, donc merci à vous de m'inviter encore une fois et allons-y. Alors commençons par. Ah, tout le plaisir est pour nous. Et effectivement, dans un monde qui devient de plus en plus plein de propagande, notre petit exercice de Bernays appliqué sera très utile. Vous avez souhaité commencer par revenir sur une activité assez dramatique et brûlante, les meurtres d'Annecy. Pourriez-vous... Oui, je vous cède la parole, excusez-moi. alors, simplement sous l'angle, si vous voulez, de la narration médiatique, hein. Alors, je tiens premièrement à préciser en remarque liminaire que ce soit dans un sens ou dans un autre, j'ai toujours eu du mal à comprendre cette histoire d'accusation de récupération, en fait. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en réalité, c'est jamais le bon moment, hein, de réfléchir sur une tragédie. C'est-à-dire que quand c'est à chaud, ça ne se fait pas. Ensuite, il y a le moment du deuil et puis après, c'est plus le moment, on oublie. Donc moi, je pense qu'il faut tout de suite essayer de comprendre ce qui se passe, bien sûr avec tout le respect qui est dû aux victimes. Là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord. Mais dans la mesure où c'est éminemment tragique, il faut tout de suite se poser les bonnes questions. Et alors moi, je le fais sous un angle qui est celui de la narration médiatique qu'on nous impose et des techniques de communication, de propagande. Alors, là, en l'occurrence, ce qui a été absolument, enfin, d'un intérêt absolument central de mon point de vue, c'est qu'il y a eu, quelques heures après ce drame, un débat qui s'est mis en place dans les médias. Je ne sais pas du tout où on en est exactement. Est-ce qu'on a la vérité actuellement sur j'irai pas jusqu'à dire que ça ne m'intéresse pas, mais la question que je me pose, c'est pourquoi ce débat a pu avoir lieu sur est-ce que l'assaillant était chrétien ou musulman. Alors, ça m'a absolument fasciné au sens, pas où j'y ai pris un plaisir évidemment, mais j'ai trouvé ça parce qu'on avait souvent donc jusque-là, c'était est-ce qu'il était fou ou est-ce qu'il n'était pas fou? Donc ça, on nous a déjà fait le coup des dizaines de fois, hein. C'est-à-dire, c'est un cas psychiatrique, donc il ne faut pas le traiter comme un
comme un inculpé habituel, hein, c'est-à-dire qu'en droit pénal, effectivement, c'est un autre attirail juridique qui s'applique si une personne n'est pas en possession de ses moyens au moment de passer à l'acte. Mais alors, j'ai trouvé que le point d'interrogation qui était mis sur la confession de ce, si je comprends bien, un demandeur d'asile débouté, puisqu'il l'avait déjà obtenu dans un pays. Mais là, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Je suis sûr qu'il y a des spectateurs et certains de nos amis qui sont plus en pointe là-dessus. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, si on prolonge le raisonnement, si ce cher monsieur qui s'est attaqué à des enfants en bas âge était chrétien, d'un certain point de vue, c'est moins grave. C'est en réalité ça que ça veut dire si je comprends bien. Alors là, plusieurs choses. Euh, et là, on recoupe absolument, si vous voulez, tous les sujets. Donc, nous sommes en Europe, dans l'Union européenne. Alors moi, en l'occurrence, à Budapest, vous en France, en Belgique, enfin plutôt en Europe de l'Ouest. Euh, je, je- le sentiment que tout ça m'inspire, c'est que ce sont des questions qu'on se pose, mais vraiment qui sont posées par 10% de la population mondiale. C'est-à-dire que alors, je ne suis pas un immense baroudeur, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises de séjourner dans des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui sont même à l'extérieur du continent européen. Et je peux vous dire que ce genre de questions, enfin, je veux dire, on est complètement dans le domaine de l'absurde. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui manifestement, bon, alors juridiquement, est-ce qu'elle avait quelque chose à faire sur le sol, sur le territoire français? J'en sais rien là-dessus aussi. Il y a eu un débat, c'est-à-dire que bon, c'est Schengen de toute manière, donc elle était légalement cette personne en Suède, mais on lui avait refusé la nationalité suédoise, donc il semblerait qu'ensuite il y ait eu des procédures. Bref, je pense qu'on peut tomber d'accord sur le fait que cette personne euh, ne nous était strictement d'aucun intérêt dans la vie de notre communauté nationale. Donc, par conséquent, même si on n'est pas sur le terrain juridique, elle n'avait rien à chercher en France. Hein. Elle n'était pas là pour faire du tourisme, à ce que je sache. Qui ensuite commet un acte qui est plus horrible, hein, c'est-à-dire que si on fait une échelle des actes, ce qui choque le plus selon tous les critères moraux, et là je pense que c'est assez universel, c'est-à-dire s'attaquer à des enfants. C'est-à-dire non seulement au symbole même de la vie, mais aussi de l'innocence et de la vulnérabilité. À l'extérieur de l'Union européenne, à l'extérieur de toute cette région, de ce ventre mou ouest européen, mais même est européen, je dirais, excepté quelques campagnes reculées, c'est-à-dire essentiellement une région dans le monde qui a été travaillée par 50 ans. C'est un travail de sape médiatique, d'autoflagellation, de culpabilisation, c'est-à-dire cette société de consommation, de prospérité qui nous fait avoir honte de ce qu'on est. La question de ce brave monsieur qui s'en est pris à des enfants, euh, elle est vite réglée. Et elle est essentiellement, je dirais, réglée sous un angle qui malheureusement ne respecterait pas, enfin malheureusement, enfin en tout cas qui ne respecterait pas les engagements internationaux de la France en termes de traités européens internationaux, c'est-à-dire qu'elle serait réglée par la peine capitale, tout simplement, sans que ça pose aucun problème sur le plan moral, anthropologique, c'est-à-dire qu'en toute sérénité, cette personne serait éliminé, symboliquement, physiquement, ou tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y aurait un refus de négocier ou de marchander quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est une attitude que l'on peut avoir absolument partout. C'est-à-dire qu'il suffit de se balader un peu, sauf en Occident, donc en Amérique du Nord, au Canada, en Australie ou à l'intérieur de l'Union européenne, où on en est à se poser la question de, si vous voulez, de la confession religieuse de ce type qui vient chez nous euh, pour s'adonner à ce genre si vous voulez, de pratiques mortelles, terroristes, enfin tout ce que vous voudrez. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de débat qui se met en place
qui voudrait nous amener, dans un coin. Alors, j'imagine qu'avec nos auditeurs, ça ne marche pas. En tout cas, avec moi, ça ne marche pas, hein, c'est-à-dire que les grilles se baissent tout de suite, et rien n'est négociable et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux avec le plus grand calme, qui doit nous caractériser dans ce genre de cas, mais tout simplement refuser, de nous engager sur ce genre de terrain qui, encore une fois, est devenu glissant par 50 années de propagande médiatique et politique occidentale. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est un point que j'aborde dans le bouquin, un déplacement de la fenêtre d'Overton, hein, c'est-à-dire Overton, la fenêtre d'Overton, c'est un phénomène en sociologie ou quand on étudie les médias qui consiste à faire passer, bon, ça se fait sur une génération et demie ou 2 générations, mais prenons le cas, si vous voulez, voilà, de la souveraineté, des frontières, de la nation, des règles de droit qui s'appliquent sur un territoire, etc. Dans les années 50 qui avaient aussi leurs défauts, mais enfin, en tout cas, sur cette question, c'était très clair, c'est-à-dire que Heu, le mot le mot frontière n'était pas un gros mot, le mot nation n'était pas un gros mot et le mot on est chez nous, on vit ensemble, on ne se posait pas vraiment la question en fait de l'identité. On était français, on vivait en France, point barre. Il n'y avait pas de débat là-dessus. Donc ce qui était tabou il y a plus de 50 ans est devenu aujourd'hui une politique publique. C'est-à-dire ça, c'est un déplacement de la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'à force de travailler la population au corps, on est passé du tabou à quelque chose qui est non seulement parfaitement normal, mais qui est revendiqué et qui est mis en place dans le cadre de politiques publiques par l'État français de manière complètement décomplexée. Euh, D'autres personnes se sont mis à avoir des réflexions sur ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le droit d'asile, ce qui s'est passé à Annecy, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Alors que c'est sûr que si on prend au cas par cas, euh, euh, peut-être que ce cas-là n'a rien à voir avec le droit d'asile ou l'immigration. Enfin, bon, mon avis, c'est plutôt que oui, c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose de plus restrictif, il y aurait beaucoup moins de chances pour que cet individu ait un jour mis les pieds en France. Mais si on prend la logique d'ensemble, enfin, alors, encore une fois, je vis en Hongrie, il m'arrive d'aller en Pologne ou en République tchèque ou en Slovaquie, enfin, dans ces pays-là. Ce ne sont pas des pays qui subissent l'immigration extra-européenne depuis maintenant 50 ans, comme c'est le cas en Europe de l'Ouest. Bon, ben ensuite, on regarde les chiffres de la criminalité, et puis vous avez tout compris, hein. Donc, les éditocrates de plateau télé qui ne font pas le lien entre délinquance, et quand je dis délinquance, c'est encore un mot, hein, c'est gentil par rapport à ce qui s'est passé. Pour moi, c'est plus de la délinquance, c'est-à-dire que là, on est dans l'abject le plus absolu. Donc, violence les plus sordides qui soient et immigration de masse, les gens qui ne voient plus le lien sont dans le déni le plus absolu. Il y a un lien évident, évident. Voilà, il suffit un peu de se balader en Europe et de comparer les pays par rapport aux politiques d'immigration qui ont eu lieu pendant un demi-siècle en Europe de l'Est. Alors voilà, c'est un peu ce qui s'est passé à Annecy m'a absolument, enfin plutôt les réactions médiatiques et politiques qui ont suivi ce drame absolument horrible m'ont sidéré. C'est-à-dire que encore, on nous fait le coup de non, non, il faut en quelque sorte s'autoflageller, ne pas réagir. Heu, on interdit une manifestation, le soir même, hein, alors l'extrême droite, tout ce qu'on veut là, on ressort le couplet, hein, la peste brune, voilà, et manifestement ça marche encore, c'est-à-dire qu'on en est encore aux nounours, aux roses blanches, ce genre de choses, alors qu'encore une fois, ce genre de choses dans 90 des régions sur terre ou pour 90 de la population mondiale, serait réglé par des méthodes absolument, spontanées et drastiques, hein.
alors que nous sommes dans une espèce d'acceptation, de soumission à une narration médiatique. Et alors tout ça, c'était pour mieux le comprendre, il faut lire Édouard Bernays, il l'explique très bien, c'est-à-dire qu'il y a comme ça une soumission volontaire qui s'est faite sur plusieurs décennies pour en venir quand même à se poser la question, si vous voulez, de l'état psychiatrique et de l'appartenance religieuse d'un type qui a failli dézinguer des gosses au couteau dans notre pays. Voilà. Voilà où on menait 50 ans de propagande. Voilà. Notre soutien va évidemment aux familles. Nous sommes d'ailleurs très contents de vous recevoir pour nous décrire le dessous des cartes. Passons à notre deuxième information. Un grand cartographe de la manipulation est parti, El Cavaliere, avant la mort de Berlusconi. Peut-être serait-il intéressant de revenir avec votre perspective bernésienne sur son œuvre. Oui, alors là, pour ce qui est de Berlusconi, il y a évidemment un point très intéressant, c'est qu'avant de devenir, je crois, le président du Conseil italien à la plus longue longévité depuis la fin du 19e, enfin, il a eu une longévité en Italie, c'est absolument énorme ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il était au pouvoir 3 fois. Il a eu avant et pendant aussi, les années 80 et pendant les années 90, une carrière dans les affaires et notamment tout ce qui concerne la mise en place, une activité qui a d'ailleurs eu ses implications en France aussi, la télévision privée, hein. C'est-à-dire la mise en place de chaînes privées, c'est-à-dire que la libéralisation du marché de l'audiovisuel en Italie. Je crois qu'en France, il y a eu cette tentative de mettre en place la 5 hein, à l'époque. Alors, pour nous, c'est très, très ancien, mais ça n'avait pas trop bien marché. Non. En Italie, ça a très bien marché. Et je dois dire que pour y jeter un œil parfois, là, on est vraiment dans, si vous voulez, quelque sorte, on peut aussi voir tout ça à travers Bernays, c'est-à-dire ces émissions euh, italienne, en Italie. Alors attention, il faut voir aussi faut toujours y mettre de la perspective historique. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'une émission de télévision italienne, c'est-à-dire voilà, dans la sphère de la Méditerranée ou admettons aussi dans les Balkans, par exemple, sera, selon des critères, je dirais, plus continentaux ou du Nord, ou pour un Danois, par exemple, que sais-je, quelque chose de toute manière naturellement vulgaire, c'est-à-dire que où on montre des corps dénudés, où on parle très très fort, avec des gros mots, etc. C'est-à-dire que pour un Allemand du Nord ou pour un Danois, ce serait quelque chose d'absolument insupportable. Oui, certes. Mais enfin, si on compare la télévision italienne à la télévision espagnole, par exemple, ou à la télévision dans les Balkans, c'est très clairement en Italie, pays où on a ces chaînes privées qui sont de la qualité la plus médiocre, les plus vulgaires, qui les premières ont mis en place cette espèce de ces fameuses bimbos là qui se trimballent sur les plateaux. Tout ça, c'est Berlusconi. Hein. C'est-à-dire, c'est à la fois une télévision qui, je dirais, qui décérèbre, hein, c'est-à-dire qu'on nous empêche de réfléchir. Il y a une anesthésie cérébrale qui se fait par la. Et encore une fois, aujourd'hui, avec BFM TV, tout ça, ça peut paraître loin, mais Berlusconi fait ça déjà dans les fin des années 80, les années 90, c'est absolument prodigieux. C'est-à-dire que ça vient très tôt. Euh, il met en place quelque chose qui empêche de réfléchir et qui castre aussi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour donner de l'information, mais on est là pour satisfaire des pulsions. Là aussi, c'est parfaitement bernaysien. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le domaine de la raison, mais dans celui des pulsions, c'est-à-dire ces corps dénudés sans arrêt, voilà, insuffler ce côté à chaque fois charnel, en quelque sorte, pour s'habituer à regarder ces émissions de manière. Encore une fois, je tiens à le préciser, c'est un peu difficile à retranscrire comme ça, mais
une émission voilà, de plateau, en prime time en Italie, enfin si Hanouna à côté, Hanouna c'est une réunion de grands scientifiques par rapport à ce qu'on peut voir, sur des chaînes en Italie. C'est absolument abject, hein, ce que vous trouvez à la télévision italienne et tout ça, c'est Berlusconi. Alors il est vraiment à l'origine de tout ça. Mais il faut bien le dire que, Berlusconi, c'est aussi autre chose, alors vous voyez que même là-dedans, il a un côté en quelque sorte, sympathique, même si les effets, je dirais, délétères sur la réflexion, sur l'intelligence sont pas au rendez-vous. Mais enfin, ça reste quelque chose d'assez, artisanal par rapport à d'autres projets de soumission de masse, si on y réfléchit bien. Il a quand même par ailleurs des côtés assez sympathiques, bien que de mon point de vue, il fasse très clairement partie de la caste, voilà, euro-mondialiste, enfin, vous mettrez tout ce que vous voulez. Quoique, il a été mis sur la touche justement parce que son style, et certaines de ses sorties politiques ou certains de ses liens politiques ne correspondaient pas forcément à ce qu'on attendait de lui, à Berlin, à Bruxelles, ou à Washington. Où encore une fois, l'Italie est censée normalement heu, se soumettre à 100 hein, à ces trois lieux de pouvoir, à ces 3 capitales. C'est-à-dire qu'en Italie, on est, dans l'après-guerre à un niveau, si vous voulez, d'absence de souveraineté qui est encore, bien plus élevé qu'en France. Enfin, l'Italie est une véritable colonie de l'OTAN, hein. Il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment. Bon, le gouvernement italien, hein, ce qu'on nous avait vendu, à l'époque, moi j'avais fait j'étais, intervenu dans plusieurs médias à l'époque pour bien expliquer que non, non, madame Meloni n'allait pas arriver, enfin bref, là je parle à des convaincus, je pense, hein, c'est pas au cercle Aristote, mais voilà, il faut voir mais Berlusconi a été, en quelque sorte, éjecté, pour certains, liens, oui, qui lui est arrivé d'avoir avec la Russie, par exemple. Heu, Aussi pour tout ce qui touche à la question monétaire en Italie, il avait eu des petites sorties qui concernaient la dette, qui n'avaient pas forcément plu à Francfort et à Berlin. Alors, comment rattacher tout ça à Bernet? C'est que tout simplement, tout ce qui ne s'inscrit pas dans le cadre de cette narration, médiatique, hein, c'est-à-dire sur la construction européenne, sur la coopération, sur l'opposition à avoir, à la Russie de Vladimir Poutine, devient quelque chose qui élimine automatiquement. Et d'un certain point de vue, Berlusconi, avec tous ses aspects, farfelus et toutes les réserves qu'il faut avoir sur le personnage, il pouvait, je trouve, en quelque certain point de vue, lui rendre hommage, hein. Le pauvre vient de disparaître, hier, il me semble. Il n'était pas complètement dans le moule, donc de ce point de vue-là, il était intéressant, même si encore une fois, pour conclure, l'œuvre qu'il a vraiment laissée derrière lui, c'est ce paysage médiatique et télévisuel italien qui est une machine à fabriquer des crétins, hein. Je veux dire, en France, on a encore des progrès à faire pour en arriver là, et ça, c'est en grande partie, pas de sa responsabilité directe, si vous voulez, c'est pas lui qui a inventé ça, mais des méthodes voilà, de soumission et de capacité à endormir, les foules, il était clairement, en première ligne, dans un cadre, voilà, italien, donc ça reste ce que c'est, mais c'était, en quelque sorte un voilà, un petit homme de propagande médiatique, Berlusconi. C'est avant tout comme ça qu'il faut s'en souvenir. Voilà. Bon, pour ceux qui sont sur YouTube, nous vous invitons à nous rejoindre sur les lives parce que justement, c'est ce que ça permet. Je vais vous le montrer à l'instant parce que le propos de l'intervenant colle exactement à la question d'Al-Azhar. Ce type de chaînes et d'émissions sont-elles, selon vous, les instruments parfaits de l'abrutissement ou peut-on faire mieux? Bah, mieux que les émissions italiennes, oui, ben, on en revient encore à notre cher Édouard Bernays. Je pense qu'il y a mieux et c'est pour ça que je disais dans un petit cadre italo-italien, parce que ça reste, si vous voulez, il y a quand même encore de la référence culturelle. Bah, tout simplement, ça parle italien,
D'accord? C'est une chose. Alors vous me voyez venir. Je me passais, il y a pire, et qu'est-ce que c'est pire? C'est Netflix. Alors pourquoi je parle de Netflix? Parce que, il faut savoir que Mark Randolph, le cofondateur de Netflix et premier président de Netflix, est le petit-neveu d'Édouard Bernays. Ce alors même que Édouard Bernays est le double neveu de Sigmund Freud. Donc si vous voyez la filiation, c'est absolument extraordinaire. Alors, pourquoi est-ce que Netflix est pire? Donc le Netflix bernaysien, parce que Netflix est parfaitement bernaysien. C'est-à-dire que Bernays, encore une fois, c'est de la propagande horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte. On ne se rend pas compte qu'on est manipulé. On ne se rend pas compte que notre façon de penser est modifiée. On ne se rend pas compte qu'on est soumis. Et en plus de ça, on a le sentiment de faire tout ça en étant libre. Et effectivement, personne ne nous force à nous foutre sur le canapé pendant des heures et à s'ingurgiter une saison comment on appelle ça, d'une série Netflix. Enfin, je veux dire, à hauteur de 3 ou 4 par semaine, enfin, ce qu'ils appellent là le binge watching, enfin, c'est absolument délirant. Et alors, pourquoi c'est pire que la télévision italienne? Bah, c'est qu'en fait, la télévision italienne a encore cet avantage qu'elle appuie sur, si vous voulez, des référents culturels qui sont ceux d'un Italien. Voilà, c'est-à-dire que, beh, premièrement, le message passe par sa langue, hein. Alors, sans doute une langue, ah, qui n'est pas celle, des écrivains italiens du 19e siècle, des poètes, oui, d'accord, mais enfin, heu, à un niveau en dessous, très certainement, mais ça reste dans sa culture. Ça fait forcément appel à des choses qui entretiennent une certaine forme, d'identité, et aussi les régions, en Italie, ce genre de choses. Donc on reste encore dans le domaine, italien. Donc on n'est pas dans un individu qui est complètement éclaté, atomisé. Tandis que Netflix arrive là comme espèce de bulldozer et fait tout éclater en plein vol. C'est-à-dire qu'on regarde ça en VO, alors, que ce soit en anglais, en danois, avec des sous-titres français, enfin, au niveau de la langue, rien ne colle. Alors, si c'est utilisé intelligemment, ça peut être aussi un outil de. Pourquoi pas. Bon, moi, j'ai appris à parler, j'ai un très bon niveau d'anglais maintenant. Il se trouve qu'au lycée, j'avais une réticence à apprendre l'anglais et que ensuite j'ai commencé à regarder des séries. Il n'y avait pas encore Netflix à l'époque et c'est comme ça que je m'y suis fait. Et donc c'est très bien. Mais souvent, ça n'est pas fait de manière intelligente et surtout, c'est fait à des quantités qui sont absolument, astronomiques, avec des messages, idéologiques, qui sont derrière, qui ne sont pas ceux de la vulgarité, berlusconienne ou d'une espèce d'anesthésie ou de castration, des années 80-90, en Italie. Non, non, là, on est quelque chose, très clairement dans le transhumanisme, dans voilà, fondre tous les individus dans une espèce de masse, une masse informe, mondiale, sans distinction culturelle, sans distinction de sexe, sans rien, une espèce de choses qui ne correspond à rien, modelable, remodelable. Voilà, c'est tout ça, c'est ça Netflix. Donc oui, pour répondre à la question de notre ami, il n'y a pire que Berlusconi, que sa télévision, c'est bien évidemment Netflix. Évidemment, évidemment. Voilà. Dans la lignée de cette excellente chaîne par le petit-neveu de Bernays, quel est l'intérêt de faire des documentaires historiques avec des Cléopâtres noires, des révolutions françaises avec la Révolution française avec des zombies? Cette Et question sur le remaniement historique constant. non, bah, comment dire? Heu, on qu'est-ce que c'est, finalement la propagande en régime démocratique et qu'est-ce que c'est Édouard Bernays? Encore une fois, je dis régime démocratique parce que c'est quelque chose qui est horizontal et ça n'est pas vertical comme, la propagande, bolchévique, ou la propagande, allemande dans les années 30. C'est-à-dire qu'il y a pas de contrainte. C'est, l'huile moteur en quelque sorte des démocraties. Le carburant, c'est la prospérité, hein, c'est-à-dire que grosso modo, tout le monde a une part du gâteau au point de vue économique. Alors, on est peut-être arrivé à la fin de tout ça et pour que le moteur tourne, eh bien, il faut sans arrêt injecter de la propagande,
faire accepter ça. Pourquoi il faut cette propagande? Pour éviter que la machine se grippe, hein, ça c'est en termes mécaniques, et si vous voulez raisonner en termes politiques, bon, une machine qui se grippe, eh bien, c'est une révolution, une jacquerie, une révolte, tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire une part de la population qui se dit non, non, moi, ce système politique et économique ne me convient plus, je vais faire quelque chose. Alors, ça peut durer que quelques heures, et puis parfois ça dure un peu plus, ou parfois c'est tellement puissant qu'il y a un changement. Et quand ces moments arrivent, en fait, on se rend systématiquement compte de quelque chose, c'est que euh, ces, ces bouleversements politiques sont faits euh, par des personnes qui ont un profond sens de l'histoire. Donc, c'est là que j'en viens à votre question, pardon d'y venir par un détour, c'est que pour contrôler les populations, il faut non seulement contrôler la narration politique, médiatique, économique au quotidien, mais il faut contrôler la narration historique. Il faut empêcher la réflexion historique. C'est-à-dire qu'une personne qui sait d'où elle vient, quelles sont ses origines, quelle est son histoire, l'histoire de son peuple, de ses amis, de ses ennemis, de ses adversaires, etc., qui raisonne de manière complexe, qui est fasciné, qui est imprégné. Ben, si vous voulez prendre un exemple absolument extrême, hein, que je ne, comment dire, auquel je ne souscris pas forcément, mais c'est vraiment très extrême ce que je vais dire. On sait par exemple que, voilà, c'est juste un exemple, hein, euh, Che Guevara et Fidel Castro étaient absolument pétris d'histoire. D'accord. Ce qui les intéressait, c'était de réparer le passé et pas forcément de faire l'avenir. C'est-à-dire qu'on fait une révolution. Encore une fois, je caricature exprès par un exemple extrême pour bien faire comprendre que avoir la main sur l'histoire, sur la narration historique, bah, par exemple sur les différents mythes qui entourent la Révolution française, c'est-à-dire voilà, l'année zéro quoi, de Mélenchon, hein, 1789, c'est-à-dire qu'avant il n'y a rien, euh, avant c'est sombre, et puis ensuite vient la lumière, 1789, et puis tout va bien, la France commence en 1789, c'est évident. Hein. Non mais je veux dire, c'est ça qu'on apprend. Hein. Euh, eh bien, on ne peut pas complètement empêcher, d'autant plus que maintenant on a accès, si vous voulez, à YouTube. Alors on tape, voilà, Arte, qui font des reportages orientés aussi. Mais enfin, ce qu'on trouve sur Arte est quand même de meilleure qualité, ce qui se trouve sur Netflix. Oui, sauf que maintenant, Netflix est plus consommé que Arte. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous foutre sur Netflix? Des espèces, pas des reportages historiques orientés, mais des espèces de caricatures qui, pour en quelque sorte, bagatellaiser ou ridiculiser la réflexion historique, pour brouiller tous les signaux, pour mélanger absolument tout. Moi, là, récemment, j'ai regardé, n'est pas une mauvaise, mais il y a eu des moments comme sur Netflix, j'ai regardé un demi-épisode, hein, je vous rassure, juste pour voir à quoi ça ressemblait, sur la chute de Constantinople, ce genre de choses. Enfin, c'était le niveau de propagande américaine derrière tout ça était absolument délirant. Alors, il se trouve que moi, je connaissais un peu la question. Je ne suis pas historien, mais j'ai quand même quelques repères historiques. Moi, je regarde ça, ça me fait sauter au plafond. Mais le type qui arrive avec une feuille blanche, qui ne connaît rien, qui se dit ah bah tiens, si je m'intéressais un peu à la chute de Constantinople, il tombe là-dessus, bah, il se dit bon ben voilà, bah, c'est bon, j'ai compris, voilà. Et alors il a une espèce voilà, c'est encore plus important, je dirais, que dominer la narration au quotidien, la narration médiatique, ou même la publicité dans un cadre bernésien. Celui qui a la main sur l'histoire domine. Voilà, tout simplement. Si on a dans une population, voilà, 90-95% de la population, comme ce sera bientôt le cas, qui n'aura absolument aucune culture historique, c'est bon, c'est l'anesthésie générale. C'est-à-dire qu'on pourra faire de nous, ils pourront faire de nous ce qu'ils veulent. Sur le long terme, c'est beaucoup plus important de dominer, si vous voulez, la narration du passé que de dominer la narration au quotidien. D'où ces caricatures
sans arrêt pour tout brouiller, brouiller la réflexion historique et l'idée qu'on se fait du passé. Voilà. Nous vivons dans une absurdie vachement bien calculée. Alors, transitionnons vers un sujet encore plus grave. La phrase de Kipling nous rappelle néanmoins une chose, la première victime de la guerre, c'est toujours la vérité. Nous avons un conflit assez sérieux à l'est de l'Europe. Dans quelle mesure est-ce que vous pouvez nous informer sur les méthodes bernésiennes dans le conflit ukrainien? Oui, oui, alors un point que j'avais déjà évoqué dans l'émission précédente, Édouard Bernays est né en 1891. Il commence sa carrière dans le journalisme, les relations publiques, la publicité, etc., juste avant la guerre, Première Guerre mondiale. Et pendant la guerre mondiale, en 1917, il va faire partie de ce qu'on appelait la commission Creel, hein, Georges Creel, mandaté par le président Wilson, une semaine après l'entrée en guerre des États-Unis. Hein, les États-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917, alors même que Wilson avait été réélu en 1916 sur un message, sur des slogans pacifistes. Donc, il décide d'entrer en guerre pour retourner l'opinion publique américaine. Il met en place cette commission Creel dans laquelle Édouard Bernays jouera un rôle, euh, qui va, donc cette commission, sur plusieurs semaines, convaincre l'opinion publique américaine de l'intérêt qu'ont les États-Unis à entrer en guerre. Et alors là, évidemment, on a, je dirais, pour l'époque, de manière absolument massive et permanente, mais par rapport à ce dont est capable aujourd'hui LCU, hein, la chaîne ukrainienne, c'est rien parce qu'on a des chaînes en continu. J'ai même vu là récemment, il paraît qu'il y a eu un débat dans une société de journalistes pour interdire les chaînes d'infos en continu. C'est-à-dire qu'on en est à des niveaux d'abêtissement, de propagande, d'une puissance absolument qu'il y a des types qui se disent: «Ah mais si on interdisait les chaînes d'infos», alors j'ai pas d'avis sur la question, mais ça m'avait surpris d'entendre ce débat. Et donc comprendre la narration médiatique et guerrière qui est mise en place depuis fin février 2022, et effectivement, ça peut se faire en s'intéressant à Édouard Bernays et à la commission Creel, 1917-1918. Les techniques sont exactement les mêmes, c'est-à-dire faire de l'adversaire Poutine une espèce de, pas le faire sortir de l'humanité, en quelque sorte, faire de lui un monstre par des techniques de propagande habituelles, et puis par des réactions dans la foule qui sont très simples à comprendre. C'est-à-dire que la personne qui se mettrait à sortir du cadre de cette narration officielle en disant oui, mais quand même, vous ne penseriez pas que peut-être que Zelensky aussi, etc., elle est écrasée par le mouvement de foule, par les relais de cette narration. Et là, on est dans du Édouard Bernays classique, c'est-à-dire que la foule, le groupe l'emporte sur l'individu. Il n'y a plus d'individu qui raisonne, qui réfléchisse. La foule, en quelque sorte, a un mouvement qui lui est propre et qui emporte sur son passage tous les individus qui se mettraient à raisonner de leur propre côté. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette narration ne durera pas éternellement. Vous savez, Édouard Bernays a cette phrase dans Propaganda, qui est son ouvrage principal en 1918. Propaganda, comment manipuler l'opinion publique en régime démocratique, c'est le sous-titre de Propaganda, euh, où il parle de gouvernement invisible. Alors, tout simplement, il parle des cabinets de conseil en relations publiques, donc si vous voulez, McKinsey en fait. Hein. Pourquoi invisible? Parce qu'on ne connaît pas leur nom. Enfin, quoique, il y a un Fabius, hein, je crois, dans McKinsey. Alors, ils ont mal emmanché l'affaire parce qu'ils ont mis quelqu'un dont le nom était connu dans ce fameux gouvernement invisible dont parle Édouard Bernays dans Propaganda. Donc, c'est aussi d'un certain point de vue, une façon de comprendre que toute cette propagande du XXe siècle, en fait, ça ne fonctionne plus correctement, parce que normalement, on est censé ne pas les connaître. Alors, évidemment, tout ça donne à grailler à tous les partisans le complot pour les nuls, si vous voulez. Oh là là, le gouvernement invisible. Alors, il y a vraiment des gens qui se sont mis dans une pièce et qui nous ont expliqué voilà, la guerre, Poutine, on va organiser ça comme ça. Non, parce que en fait,
en politique ou en relations publiques ou dans les affaires, c'est toujours pareil. C'est des milieux que voilà, certains de nos auditeurs fréquentent de près ou de loin, ils s'en aperçoivent. On fait des scénarios. On fait des scénarios, on pousse un scénario par une narration médiatique et si ce scénario ne prend pas, on en fait un autre et en fait, pour revenir au point abordé qui est celui de la guerre, je pense qu'on est à la fin d'un scénario. C'est-à-dire que celui qui a été poussé pendant un an avec toutes les techniques, bernésienne, hein, c'est-à-dire d'influence, de foule, c'est-à-dire éliminer tout ce qui est rationnel sans arrêt, être dans la soumission par l'émotion, en étant convaincu que la liberté c'est nous et la tyrannie c'est Poutine, etc. Voilà. Euh, on est à la fin de tout ça. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que euh, on ne peut pas maintenir un niveau, d'intensité alors guerrière peut-être, quoique les capacités en termes de munitions et d'armement du camp occidental, les délais de livraison, aux Ukrainiens, aussi peut-être aussi ce qui entre l'endroit où c'est livré et le champ de bataille, si vous voulez, il y en a beaucoup qui hein, il y a pas mal d'armes qui n'arrivent pas jusqu'au champ de bataille. C'est l'Ukraine, hein, c'est bon, bref, c'est compliqué. Voilà, les valeurs européennes, hein, vous savez. Et alors, mais l'intensité au niveau narration médiatique ne peut pas être maintenue. D'autant plus que d'un point de vue du calendrier politique, militaire, il semblerait qu'on arrive à nouveau, à partir de septembre, à une phase de, de négociation qui avait eu lieu déjà en avril l'année dernière. Il semblerait que cette phase a été torpillée par Boris Johnson, enfin bref, peu importe. Voilà. C'est ce qui se dit, hein, y compris dans la presse américaine. Dans l'ensemble, les Américains sont moins radicaux que les Britanniques hein, sur cette question ukrainienne. C'est-à-dire ceux qui mettent sans arrêt de l'huile sur le feu, ce sont les Britanniques et non les Américains. Bref. Euh, alors, pourquoi je dis ça? Changement de scénario, changement de machin, parce que si les personnes n'ont toujours pas compris que tout cela était une narration médiatique mise en place de manière assez artificielle, hein, pourquoi artificielle? Parce que il ne me semble pas que la France soit menacée sur le plan territorial, sur le plan politique, ni même sur le plan économique d'ailleurs, par la Russie de Vladimir Poutine. Hein. Je dis ça avec d'autant plus de facilité que moi, alors, je vis effectivement dans un pays qui n'est pas connu, hein, la Hongrie, pour avoir des positions très tendres à l'égard de Zelensky, hein, ce qui d'ailleurs nous fâche un peu avec les Polonais, c'est-à-dire que les Hongrois ont plutôt une position atypique par rapport au reste des pays européens. Mais quand même, moi là, actuellement, je suis à 300 kilomètres de la frontière ukrainienne. Bon, en France, alors si ça dérape, par ailleurs, ça peut déraper à cause des Ukrainiens, hein, d'ailleurs les Ukrainiens, enfin bref, voilà. En France, pas du tout. Donc en fait, oui, vraiment artificiel. C'est-à-dire que LCI, BFM TV, là, ce qu'ils font depuis un an, c'est un truc complètement hors sol. Alors, il y a des personnes qui disent non, je suis complotiste, moi, quand je dis ça. Eh bien, rendez-vous en septembre ou en octobre ou peut-être en janvier, juste après les élections polonaises, parce que comme les Polonais sont en première ligne là-dessus, il y a les élections fin novembre, début décembre en Pologne. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de revirement sur la question ukrainienne et russe avant la fin de l'année, donc septembre ou janvier, quand on se mettra en mettre en place une narration médiatique pour désinguer Zelensky. Parce que ça, je vous le dis tout de suite, hein, la chaîne LCI BFM TV, dans l'année qui vient, vont commencer à faire de plus en plus de sujets pour expliquer que Zelensky, finalement, n'est pas tant un héros que ça. Voilà. Et alors là, ceux qui voudront encore bien m'accuser de complot, bah alors qu'ils viennent, hein, tranquille, hein, je les prendrai un à un, parce que tout ça sort de terre de nulle part, c'est-à-dire qu'on crée des personnages, on descend d'autres personnages en fonction des scénarios qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que euh, pour faire passer l'idée en Occident que maintenant on peut accepter le fait de se mettre à la même table que l'affreux Poutine, je dis bien une des solutions, c'est pas la seule, hein,
une des solutions, c'est de se débarrasser de Zelensky, en expliquant qu'il est affreux ou qu'il est corrompu, regardez ce qu'il a fait, ou éventuellement il pourra aussi glisser sur une plaque de verglas au milieu du mois d'août à Kiev, c'est possible. Hein. Il y a beaucoup de verglas à Kiev au mois d'août, vous savez, donc c'est possible, hein, on ne sait pas. Les Là, paris sont pris, hein, attention, le les fait paris sont pris. qu'une narration peut être complètement changée en quelques semaines ou en quelques mois, eh bien, ça montre bien que si vous voulez, la narration, la propagande et cette huile moteur qui est destinée à faire à fonctionner une machine de guerre, de propagande, etc., pour ne pas perdre le contact avec les foules. Et les moments les plus intéressants, pour moi, ça va être absolument fascinant, même si c'est tragique, évidemment, ça va être le moment où les Occidentaux vont se mettre, alors pas complètement à lâcher les Ukrainiens, ça n'arrivera jamais, mais à se dire que quand même, bon, maintenant, ça suffit. Et alors là, ils vont dérouler une nouvelle narration. Bah, on refera une émission à ce moment-là. Si vous voulez. Alors, il n'y aura pas de point de cassure exact. Une chose, par exemple, sur ce point, ça, c'est en exclusivité quasiment en langue française, que Seymour Hersh en a parlé. Seymour Hersh, c'est ce qui a fait ce fameux article sur la CIA qui descend le pipeline Nord Stream. C'est pour ça que maintenant, on a une version, comme il n'y a pas eu de version sérieuse, c'est un coup des Russes, bah, voilà, personne ne peut croire sérieusement que c'est les Russes, donc on sait bien que c'est les Occidentaux qui ont fait sauter Nord Stream 2. Maintenant, en parallèle, on a des Allemands qui commencent à nous expliquer que oui, mais en fait, la CIA était au courant que les Ukrainiens préparaient quelque chose. Mais enfin, c'est absolument ridicule. C'est-à-dire, les Ukrainiens peuvent éventuellement buter des types à Moscou, à Paris, il n'y a pas de problème. Mais pour de la plongée sous-marine avec des sas de décompression, non, désolé, c'est pas dans les cordes des Ukrainiens sans. Donc il y a une version parallèle. Bref, ce même Seymour Hersh a sorti un article le 21 mai pour expliquer que les Baltes, les Polonais, les Tchèques et les Hongrois faisaient partie d'une délégation qui, depuis quelques semaines, secrètement, négociait, évidemment avec l'aval des Américains, directement avec les Ukrainiens, donc je parle bien des Polonais, hein, pour demander à M. Zelensky d'arrêter son cirque et éventuellement de démissionner si ça permettait de calmer le jeu. Voilà. Seymour Hersh, vous allez sur son Substack, un article du 21 mai, d'accord. Et puis vous pouvez lire cet article qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on nous raconte à longueur de journée sur LCI ou BFM TV en nous expliquant que les Polonais, jusqu'au dernier Ukrainien et même s'il faut jusqu'au dernier Polonais. Non, 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 non. Les Polonais ne sont pas des idiots et ils ont parfaitement compris qu'on arrivait à un point, eux aussi, je dis bien, c'est comment dire, comprendre ce qui se passe dans les élites polonaises, c'est, de mon point de vue, ce qui permet de comprendre les points de bascule dans les narrations médiatiques et politiques. C'est-à-dire qu'ils en sont à un point où ils en ont assez, où ils se disent ça suffit de soutenir les Ukrainiens. Donc, si cette contre-offensive là, bon, qui a démarré il y a 10 jours maintenant, ne fonctionne pas, ce qui est quand même sur un plan, moi comment dire, j'essaye de regarder les experts militaires. Je suis pas spécialiste de cette question. Bon, les Russes ont construit une ligne de défense de plusieurs centaines de kilomètres en six compartiments, enfin sur 40 kilomètres de profondeur. Donc, c'est quasiment impossible que les Ukrainiens passent à travers ça et ensuite stabilisent ce genre d'avancée et élargissent un, voilà, un avantage territorial sans que les Russes ne remobilisent derrière, ce que les Occidentaux ne veulent pas. Donc il semblerait que dans 2-3 mois, on aille expliquer aux Ukrainiens, bon maintenant c'était votre dernière chance, ça suffit. Et alors là, on va mettre en place une narration qui va être absolument à milieu de tout ce qu'on a pu avoir ces derniers mois
Et là, pour nous autres critiques de la propagande moderne, ça va être absolument génial. C'est-à-dire qu'on aura les mêmes qui nous ont expliqué. Alors pour la grippe, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple, bon c'est pas le pire, mais enfin un type comme Martin Blachier qui, grosso modo nous expliquait, ben, il fallait pas mettre un orteil dehors et puis maintenant il y a quelques mois, il nous expliquait, bon tout ça c'était des salades en fait. Ben ce sera pareil là ce sera pareil pour Zelensky, ce sera pareil. C'est-à-dire ceux qui nous expliquaient il y a 6 mois que c'est un héros, c'est un mélange de Jeanne d'Arc et de Churchill, enfin c'est incroyable. Eh bien, dans 6 mois, ils vont nous dire que, bah, en fait, bon, c'est une petite frappe, c'est un truand, semi-hystérique et puis bon, ben, pour faire un cessez-le-feu, non, il nous faut quelqu'un de plus sérieux, donc merci, au revoir. Voilà. C'est les mêmes qui vont nous expliquer ça dans quelques mois. Les paris sont pris, faites attention à vous. Nous Voilà. vous soutenons en tout cas dans cette belle prise de risque. C'est très intéressant. Nous avons une question qui est tout à fait liée au conflit, une question de Hal. Pensez-vous que les Occidentaux soient les seuls à utiliser les techniques bernésiennes aujourd'hui? Alors, bah, c'est-à-dire que, en tant qu'occidental, c'est on critique toujours les occidentaux, il ne faut pas oublier que nous aussi, nous sommes occidentaux, donc on s'intéresse à ce qui se passe, chez nous. Alors si je comprends bien la question, c'est est-ce que les Chinois ou les Russes utilisent aussi des techniques de propagande qui s'apparentent à celles d'Édouard Bernays? C'est plutôt comme ça que je dois comprendre la question, je pense. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que encore une fois, alors là, j'en renvoie, la personne qui pose la question, mais aussi les autres auditeurs à l'émission qui avait été faite il y a plus d'un mois. Bernays, c'est la propagande en régime démocratique. Donc oui, l'Occident, effectivement. Le XXe siècle, prospère, pas de contraintes, pas de contrainte apparente, en tout cas, la contrainte est intérieure, c'est-à-dire qu'on s'auto-contraint, on se passe les menottes en étant convaincu qu'on le fait, en étant libre, en étant un libre arbitre et en pensant que, bah, je ne sais pas, en se confinant 2 semaines, ben, on le fait au nom de la liberté. Vous voyez, ça fonctionnait. Et tout ça a arrêté de fonctionner à partir du moment où ça commençait à devenir de plus en plus visible que l'on mettait en place des méthodes verticales. C'est-à-dire qu'on contraignait de manière tout à fait, assumée. On se disait: «Oui, nous, gouvernement français, nous mettons en place des mesures liberticides, mais c'est pour votre bien, hein». Alors ça, heu, c'est quand même une petite musique, si vous voulez, qui fait beaucoup penser à des dictatures classiques. Je dis petite musique, pourquoi? Parce que et là-dessus, je suis très ferme, hein, je vois des choses passer, parfois, je sais pas si c'est sérieux ou pas, malgré tout ce dont on peut se plaindre, en France, non, la France d'Emmanuel Macron est quelque chose de plus libre que la Chine communiste, d'un point de vue des libertés publiques, d'accord? Moi, bon, pers quelqu'un me dira qu'il connaît des expats à Shanghai et qu'en fait, on vit mieux là-bas que non, d'accord? Je suis pas d'accord, tant pis. Heu, dans l'ensemble, la situation des libertés publiques est quand même meilleure, si vous voulez, allez, à l'intérieur de l'Union européenne qu'en Chine, par exemple, où, tout est beaucoup plus, vertical, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a de la contrainte physique. Heu et ça, je le dis, pourquoi j'emploie ce terme de petite musique qui nous est venu à l'oreille, c'est voilà, ces derniers en gros la 2e phase, là, la 2e vague, hein. C'était là qu'on s'est dit: «Ah mais en fait, ils veulent vraiment nous contraindre, c'était pas juste une blague pour nous expliquer juste une fois le retour à la vie normale». Non, en fait, leur objectif, c'est vraiment qu'on courbe l'échine. Ça va pas marcher, hein, c'est fini, hein. Je veux dire, c'est le type aujourd'hui qui vient, qui nous explique qu'il faut rester 3 semaines à la maison, il se fait ça passe pas, ça marche pas, ça marche pas. Heu, Ils veulent vraiment faire ça et cetera et là, moi qui ai vécu tout ça en Hongrie, c'est-à-dire au milieu de gens qui avaient connu l'époque d'avant, hein, avant 90 et même les années 50 en Hongrie qui étaient très, très dures,
hein. C'est-à-dire les années 50 en Hongrie, c'était pas tout à fait, c'était pas tout à fait la France des années 50, si vous voulez, hein. Voilà. Bon, c'est pas la Russie des années 30 non plus, mais enfin, presque, d'accord? Hem Et bien, en fait, on a compris plus vite ici parce que, les personnes à qui je discutais avaient ces vieux réflexes, ces lumières qui s'allumaient, ce qui à chaque fois qu'il y a du vertical, c'est pas pour blaguer. C'est-à-dire que des types qui nous expliquent que si tu ne fais pas ça, bah, tu te prends 6 mois et puis, si tu ouvres ton commerce parce que, ah bah, la garde à vue, c'est vraiment, 48, oui, mais attention 72, même si c'est pas marqué dans le code pénal, on peut quand même te garder parce que là, c'est pas tout à fait juste un simple délit. Il en va de, hein, de sauver des vies, donc attention. Et bien ça, tout ça, on l'a compris beaucoup plus vite dans tous ces pays, post-socialistes, c'est-à-dire post-dictature verticale, quoique bon, la Hongrie de ce point de vue est un peu un mauvais exemple parce qu'à partir des années 60, c'est assez light par rapport à ce qui peut se passer, en Pologne ou en Roumanie, hein, d'accord? Où là, c'était dur, jusqu'à très tard, jusqu'à la fin en fait, en réalité, 80, les années 80 et cetera. Donc, est-ce qu'on le fait ailleurs? En fait non. C'est-à-dire que le parti communiste chinois, son passe sanitaire, il va pas en faire la publicité dans les médias, comme nous on peut le faire, voilà, sur BFM TV. Il va pas forcément en faire appel à des experts pour qu'on s'y soumette volontairement. Il dit: «Bon, ben, voilà, à partir de demain, pour aller acheter ton riz, bah, tu fais bip bip avec ton QR code à l'entrée. Si ça te plaît pas, on te coffre», hein. C'est comme ça que ça marche en Chine, hein. Donc, faut voilà. Donc, voilà. Donc horizontal, vertical, et cetera. Les pays qui sont pas loin où on a du vertical, et cetera, ils ont pas besoin de passer par ces méthodes bernaysiennes. Ils sont encore, aux vieilles méthodes, voilà. Très intéressant. Vous avez déjà défloré une partie du sujet suivant qui était le Covid. On voit qu'il y a une communauté d'action. C'est toujours un peu le même schéma, effectivement, pour soumettre les masses. Alors, je vous propose peut-être de passer aux questions du public. Une question intéressante de Toto. Je ne sais pas si on peut y répondre, mais je la trouve très bonne. Quelle est la question politico-philosophique de Bernays? Sait-on ce qu'il pensait être un monde idéal? Alors, déjà, pour commencer, je l'évoque dans l'ouvrage. Bernays n'est pas un penseur, au sens où on l'entend, en France, ouais, et plus largement, en Europe, dans le vieux monde européen. Il est hanté par ce côté intellectuel viennois, européen, encore une fois, de son oncle Freud. Freud, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'était quelqu'un d'éminemment, heu, lettré, qui avait une culture classique, hein. Bernays, pas du tout. Bernays, c'est un Américain, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est les affaires, la pratique, et cetera. Heu, il écrit, il produit une œuvre, 4 ouvrages, en fait, pour avoir des cartes de visite. Ces 4 ouvrages sont, des cartes de visite pour vendre ce nouveau métier qui est celui de conseiller en relations publiques. C'est-à-dire qu'il explique que, il y a les médecins et les avocats, mais il y a moi aussi, je suis conseiller en relations publiques. Mon métier est tout aussi utile que celui d'un médecin ou d'un avocat, c'est-à-dire je sers d'intermédiaire entre un produit et le public, entre un homme politique, et les électeurs, et cetera. Je suis utile, j'ai un métier, donc voilà, achetez mon livre, vous verrez, c'est très bien expliqué. Il parle toujours de ces grosses affaires à la troisième personne. Alors que c'est lui, c'est-à-dire dans Propaganda, il explique comment, il a manipulé le public pour vendre, telle pièce de théâtre à la troisième personne, mais en fait, c'est lui. Donc ces ouvrages sont des cartes de visite. Donc je ne suis pas persuadé que je peux, de manière tout à fait directe, si vous voulez, et univoque, répondre à la question là de notre auditeur, qui est le monde idéal. En fait, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est clairement dans le XXe siècle, américain triomphant. C'est-à-dire régime démocratique, pas de contraintes. Donc de ce point de vue, les
toutes ces histoires de confinement là, truc là, ça l'aurait horrifié. Alors il l'aurait pas sans doute pas dit en public ou quoi que ce soit, mais il se serait dit: «Ouh là, ça c'est pas bon pour les affaires» et effectivement, c'est pas bon parce que, là, c'est si vous voulez, c'est comme au poker, c'est all in, ils ont tout foutu sur la table. C'est-à-dire quand ils en arrivent à nous à traquer des joggers, en drone, ou en hélicoptère de la gendarmerie, ça c'est il y a quelque chose qui cloche, ça va plus. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à gouverner autrement. Donc ça, contrainte verticale, Bernays n'en veut pas. De ce point de vue-là, si vous voulez, c'est un libéral au sens classique, ou en tout cas, libéral au sens des libertés publiques à l'américaine, à l'ancienne, formelle, bourgeoise, si vous voulez, pour employer un vocabulaire marxiste, mais enfin, un vieux libéral attaché au respect de la vie privée et des libertés privées. Voilà, bon, très bien. Ça peut paraître complètement normal ce que je dis, mais enfin, encore une fois, depuis mars 2020, on est arrivé à un tel niveau de saccage de ces libertés de base que à mon avis, c'est pas inutile de rappeler à chaque fois qu'il y a même certains vieux libéraux dont on ferait bien de s'inspirer par rapport pour essayer de rebondir sur tout ce qui se passe depuis quelques années. Quoi. Enfin, c'est absolument délirant. Pas de contraintes, liberté. Bernays, évidemment, c'est aussi un, même si ce terme, on l'emploie a posteriori, mais c'est très clairement, j'aime pas trop ce terme parce que c'est un terme qui vient d'aujourd'hui, du 21e siècle, et qu'on applique à quelqu'un qui vient de, mais progressiste. Plutôt quelqu'un qui est partisan de l'émancipation, comme ça. Progressiste, alors évidemment, tout ce qui est technique, scientifique. Euh, Évidemment, dans tout ce qui est idéologie des Lumières, c'est-à-dire que c'est l'éducation qui permet de mieux comprendre le monde et de le changer, etc. Donc, Vernet se place absolument dans ce cadre-là. Et émancipation, d'un point de vue, si vous voulez, social, ou encore un autre mot que j'aime pas, sociétal, c'est-à-dire émancipation des femmes, etc. Puisque, encore une fois, cette contrainte qui ne dit pas son nom, cette soumission volontaire, dans un cadre d'une mécanique de propagande et de publicité bernésienne, elle se fait à merveille quand la personne est persuadée que la personne ciblée, le propagandé ou la personne qui fait l'objet d'une publicité, euh, elle se soumet à un produit, à un message, en étant convaincue qu'elle s'émancipe, qu'elle se libère. Donc là, c'est évidemment faire sauter toutes les digues des cadres nationaux, sociaux qui restent. Bon, ben, ça, c'est progressiste, comme on le dirait. Et il y a autre chose aussi, et là, ça, c'est plus dû à, si vous voulez, disons, l'histoire voilà, de la pensée politique aux États-Unis, américaine, mais on ferait bien de s'en inspirer aussi en Europe. Alors, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Bernays se place dans l'école hamiltonienne de la démocratie américaine. Hamilton, c'était un des premiers présidents américains à la fin du 18e, qui expliquait que le peuple était un troupeau absolument abominable, dangereux pour les élites bien éduquées qui aspiraient à vivre de manière convenable et en paix. Et qu'il fallait non pas essayer de les convaincre en étant bien intentionnés, en leur permettant de faire leur choix entre plusieurs candidats, en leur permettant de mettre en place, voilà, de s'exprimer librement. Non, il faut maintenir le troupeau dans l'enclos grâce à la propagande, pour éviter qu'il nous, pardonnez-moi l'expression, mais que tout ça nous pète à la gueule, hein. C'est Hamilton, fin du 18e, et Bernays est là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas, heu heu, enfin, voilà, pour faire court, il y aurait beaucoup aussi à redire sur ce terme de démocratie qui évidemment, au sens où on l'entend, c'est-à-dire que, démocratie représentative, heu libérale, et tout ce qu'on voudra. Hem aux États-Unis, c'est une vaste arnaque. De ce point de vue-là, le seul modèle
aux États-Unis et aussi en Europe qui se dressent face à tout ça, par exemple, quand on élit les juges de manière directe, alors plutôt dans les États du Sud, vous voyez, et vous voyez le matraquage médiatique dont font l'objet ces États, bah, c'est Trump, hein, si vous voulez, ce côté républicain, gros rouge qui tâche, c'est-à-dire ces débiles du Sud, hein, qui veulent nous expliquer ce que c'est que la démocratie. Bah, Bernays était contre, voilà, il aurait choisi son camp, clairement plutôt démocrate, même s'il a travaillé pour des présidents républicains, mais enfin le XXe siècle n'est pas le XXIe siècle, hein, aux États-Unis, c'est différent. Il n'y avait pas ces lignes de césure maintenant, surtout que maintenant, depuis Trump, en fait, tout ce qui attaque cette démocratie médiatique, cette société médiatique, c'est-à-dire c'est cette représentation par des élites qui sont à New York, à San Francisco, etc., euh, se fait systématiquement détruire, que ce soit par des enquêtes de l'FBI. On a eu le rapport Durham récemment qui prouvait que cette histoire de connivence entre Donald Trump et la Russie était montée de A à Z par le FBI, repris par CNN. C'était une machination politique organisée par le clan d'Hillary Clinton. Et voilà la démocratie américaine. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà, donc Bernays était dans tous ces. Relativement dans la continuité, une question de Julien Drac. Quel politicien, selon vous, fut le meilleur élève d'Édouard Bernays? Oh, récemment, bah, moi, je suis un patriote, hein, donc je serais tenté de dire Emmanuel Macron. Mais tout ça, c'est évidemment, c'est biaisé. Pourquoi? Parce que c'est forcément l'exemple que je connais le mieux, puisque on connaît moins. Mais il me semble quand même, tout de même, bah, tu sais, Emmanuel Macron a été réélu suite à l'épisode sanitaire. C'est un exploit hein, de faire ça. Alors évidemment, un, dans le cadre d'un système politique français qui maintenant, pour la troisième fois, a remis en place cette espèce de pirouette là qui consiste à nous expliquer que Marine Le Pen voilà, est Adolf Hitler avec une perruque blonde. Enfin, vous voyez bon, et que comme elle va au deuxième tour, ensuite elle peut pas gagner, etc. Mais quand même, euh, euh, Macron, moi j'ai beaucoup de, bon, pas des disputes, ce serait beaucoup dire, mais avec des amis qui pensent plutôt comme moi en règle générale, et qui m'expliquent que Macron est fou, il ne sait pas ce qu'il fait. En réalité, moi je le trouve très, très bon dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, je pense qu'il fait parfaitement son job d'exécutant, attention, hein, parce que bon, c'est pas. Il y a des sphères de décision qui sont clairement au-dessus de lui, mais dans sa qualité de gestionnaire, je pense qu'il est assez bon. Euh, Par rapport à tout ce qui concerne les narrations médiatiques. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple, euh, l'explosion du barrage en Ukraine, là, il y a quelques jours. Enfin, l'explosion, justement, on ne sait pas. Alors, je tiens à préciser déjà, premièrement, et encore une fois, aux États-Unis, il n'y a pas de confirmation de la version qui est admise sur la chaîne ukrainienne LCU et BFM TV que c'était les Russes. Hein. D'accord? Ça n'existe qu'en Europe, ça. C'est-à-dire qu'on a des médias allemands, des médias français qui nous ont expliqué tout de suite, que c'était la Russie. Alors évidemment, moi, j'en sais rien. Évidemment que j'en sais rien. Je tiens ici à le préciser. C'est possible que ce soit les Russes. Hein. Je n'ai jamais dit le contraire. Et d'autres dirigeants sont allés dans ce sens-là pour expliquer qu'il fallait une enquête. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tweet en expliquant qu'il condamnait l'attaque contre le barrage sans nommer la Russie. Donc, je peux en déduire que, en fait,
dans son fort intérieur, enfin comme il enfin bon dans le secret des enfin dans les milieux qu'il fréquente, a priori, il semblerait qu'on sache qu'il y ait plutôt des chances pour que ça ne soit pas la Russie, mais plutôt d'autres, bref, parce qu'évidemment quand on regarde les conséquences de tout ça, il semblerait que ce soit plutôt défavorable aux Russes qu'aux Ukrainiens sur le terrain. Mais enfin bref, ça c'est un autre sujet, plus technique et cetera. Heu et un tweet retweeté par Zelensky, c'est-à-dire que: «Merci Emmanuel de nous soutenir», mais en fait, il a pas il a pas dit que c'était les Russes. Le type, c'est un génie. C'est-à-dire qu'il condamne, mais il dit pas que c'est les Russes et c'est repris en boucle. Vous avez vu, hein? Oh, il a presque versé une larme. Mais qu'est-ce qu'il est de notre côté et cetera. Mais en fait, si on lit entre les lignes, il a fait un bras d'honneur à Zelensky. Ça, c'est autre chose, c'est que Macron donne des signaux. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur ce changement de narration très probable sur la guerre. C'est que Macron, en Europe, euh, de ce point de vue-là, c'est le dirigeant qui rejoint ou qui rejoindra le plus Orban dans les prochains mois. Orban qui est très clairement le plus sceptique par rapport à toutes ces histoires de soutien à l'Ukraine. Euh, Macron donne des signaux dans ce sens. C'est-à-dire qu'il explique ouais, de manière toujours très voilée, et cetera. Ah, l'Ukraine ne sera jamais conquise. Ça veut rien dire en fait. Oui, elle sera jamais conquise, entièrement. Mais il dit pas: «L'Ukraine va gagner». Vous avez remarqué? Il le dit pas. Ce qui m'amène à dire que, je pense qu'effectivement qu'en termes de technique pour revenir à la question de notre auditeur, technique de communication, d'influence, c'est aussi générationnel aussi, c'est-à-dire qu'il est très jeune et il a fréquenté tous ces milieux d'affaires à Paris qui étaient évidemment, très fournis en bataillons de communicants, hein, dans le milieu de la banque, les fusions-acquisitions, en fait, tout ça, c'est quasiment que de la communication. C'est-à-dire qu'il faut faire accepter un mariage entre 2 entreprises, on communique. C'est-à-dire que voilà, donc il connaît très bien ce genre de méthode. Je pense qu'effectivement en Europe, bon, il est bien plus doué, par exemple, que Olaf Scholz, hein, pour communiquer. Mélanie, bon, Mélanie, elle, bon, je prends ceux qui sont dans notre sphère à nous, là, pas loin. Bah, le problème de Mélanie, c'est que en fait, elle est très bonne dans sa dans sa dans son rôle qui consiste à communiquer sur les gages qu'elle donne en réalité. C'est-à-dire qu'elle fait, par ailleurs, c'est un débat, qui ne concerne pas les Italiens, parce que les Italiens depuis, enfin, après 45, 65-70 des Italiens sont au centre droit, c'est la démocratie chrétienne, pro-américaine, point barre. Donc nous, on en est là à s'exciter sur Meloni. Les Italiens l'ont élue, certes, avec quelques espoirs sur l'immigration, mais enfin, ils savaient pertinemment qu'elle n'allait pas renverser la table. Alors que nous, dans les rédactions, si vous voulez, à l'Express, au Nouvel Observateur, ils étaient là à se pignoler, à se demander si elle allait faire revenir Benito Mussolini. Enfin, je veux dire, c'est un débat qui n'existait pas en Italie, ça, hein. C'est complètement, je veux dire, même dans le Corriere della Sera, un mois avant donc journal centre-gauche, hein, on expliquait que non, non, elle n'est pas fasciste, et puis, elle a parfaitement compris les règles du jeu, et cetera. Donc elle est très forte dans sa capacité à communiquer pour rassurer, si vous voulez, ses partenaires européens, mais je pense que Macron est quand même, le meilleur, dans le lot. C'est-à-dire qu'il jauge parfaitement, on dit souvent qu'il est hors sol, et cetera, qu'il est dans des limbes, qui est complètement déconnecté de la petite populace française et qu'il méprise sans doute, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans sa tête, mais enfin bon, a priori, il ne les apprécie pas trop. Il arrive parfaitement à jauger le moral des troupes, si vous voulez, enfin de la population française, et à savoir à quel moment il faut envoyer tel message, à quel moment il faut jouer sur telle émotion, à quel moment est-ce qu'il faut énerver telle catégorie de Français, à quel moment est-ce qu'il faut apaiser une autre catégorie de Français. De ce point de vue-là, il est excellent, il faut bien dire les choses. Euh,
et en termes de méthode de communication, je pense qu'effectivement, sur la scène européenne, c'est très clairement le meilleur. Oui. N'hésitez pas à mettre un commentaire, nous les lisons tous. C'est un moment unique dans la vie du cercle Aristote. Pendant plusieurs minutes, nous avons dit des choses positives de Bah, Macron. non, c'est pas positif, enfin, on sera compris, oui. Savourez ce moment, ça n'arrivera plus jamais. Une, une question de Chando. Est-ce que Bernays aurait fait sien le concept de excusez-moi, le concept de tititainment cher à Brzezinski? Tititainment, entertainment. C'est le couplage c'est le divertissement de chez Brzezinski, le géopoliticien. Cette Unique. façon d'abrutir les foules. Si vous ne connaissez pas, on passe à une autre Oh, question. beh, Brzezinski, si, je connais un peu, mais plus sur le Oui. versant, disons, bah, ce qui est de l'Ukraine, là, c'est très intéressant. Ces 2 tomes, sur l'Ukraine qui serait le pivot, mais alors que lui se soit exprimé sur Il soulignait 2 choses. Il soulignait le caractère médiocre de la culture américaine qui, malgré tout, s'étendait sur le monde, et oui, le tititainment qui est souvent mal compris, et j'ai peur de mal, l'exprimer parce que ma mémoire me fait un peu faux bond. C'était le divertissement par la sexualisation et la médiocrité. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond? oui. Oui, alors, Brzezinski comme Bernays, c'est un est hanté par son côté européen. Alors Brzezinski est polonais, hein, donc ça explique beaucoup de choses. Hem, bah, c'est-à-dire que dans l'ensemble, quand on tombe sur des ouvrages, de Brzezinski ou de son autre, corollaire qui est Kissinger, par exemple, qui vit toujours, hem, qui de mon point de vue est plus intéressant que Brzezinski pour comprendre c'est le dénouement actuel, en Ukraine. Hem, on est toujours frappé par effectivement le décalage qui existe entre la culture dont font preuve ces gens et le quotidien américain qui est absolument. Moi, j'ai séjourné plusieurs mois aux États-Unis, c'était en 2012, et c'était un moment où ça tournait en boucle. Alors là, pour le coup, droite-gauche réunis, CNN, Fox, coup de Rocketman. Alors, c'était pas Rocketman encore, pardon, parce qu'il n'y avait pas encore Trump, mais en gros, on essayait de mettre en place une espèce de lavage de cerveau pour les expliquer que la première menace pour les États-Unis, c'était la Corée du Nord qui avait dit, Kim Jong machin avait expliqué que attention, hein, si vous nous embêtez, on va vous envoyer une fusée là sur la. Bon. Et j'étais hébergé dans une famille américaine qui regardait 2-3 heures la télévision le soir. Et le soir, il fallait bien que je sorte balader ou quelque chose. Et on m'a repris en m'expliquant que non, il était dangereux de sortir. Oui, alors c'est le confinement avant l'heure. Parce que le bourrage de crâne avait fonctionné de telle manière que des types s'imaginaient qu'il était dangereux de sortir le soir parce qu'il allait attaquer le soir. Hein. Donc, en fait, là, si vous voulez, encore une fois, comme tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il ne fallait pas non plus trop se lamenter sur notre sort en France d'un point de vue des libertés publiques, ou en tout cas, certainement pas devenir pro. Dans l'autre émission, j'avais un peu tapé sur les pro-russes français. C'était peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, chez les pro-chinois français, je fais pas de je fais aucune distinction. C'est-à-dire, là, il faut comprendre que les Chinois, c'est une grande civilisation. Eux, pour eux, nous ne sommes plus rien. Hein. Par rapport à leur monde, c'est un monde complètement machin. Mais alors, euh, expliquer que c'est mieux là-bas que chez nous, non, il faut se servir de ce que nous, on a et d'être conscient. Et alors, pour les Américains, c'est pareil. C'est-à-dire que on pense souvent que c'est la culture Hanouna qui l'a emporté en France. Il y a encore, et qu'on est devenu complètement par le divertissement et par la culture du grand n'importe quoi qui n'a plus aucune consistance, semi-débile, oui, c'est vrai, mais je peux vous assurer que par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis, on a encore de la marge. C'est-à-dire qu'on est encore relativement civilisé
par rapport à ce que nos amis américains se sont pris dans le cornet ces dernières décennies en termes bah, Hollywood, le divertissement, les chaînes d'infos en continu qui sont à un niveau de, si vous voulez, on est à chaque fois entre la culture si vous voulez, maternelle et l'inquisition moyenâgeuse. C'est-à-dire que euh, s'il y a quelqu'un qui se met à réfléchir, il se fait absolument dézinguer avec des procédés qui datent du Moyen Âge. C'est-à-dire on va foutre quelqu'un sur un bûcher, quoi. C'est ça que, sur CNN, c'est comme ça que ça marche. Ou alors on est dans bah, sans doute ce à quoi vos auditeurs fait référence, une espèce de divertissement qui infantilise sans arrêt et qui. Ah, ça, c'est un autre aspect, c'est-à-dire que ça rejoint cette histoire de contrainte, pas de contrainte qu'on retrouve chez Bernays, c'est-à-dire que Bernays ne veut pas de contrainte, donc il ne va pas dire tu achètes ou tu te laves les mains. On va dire je me lave les mains, donc je sauve des vies. Ça, c'est bernaysien, il n'y a pas d'ordre. Et du coup, je me lave les mains, je sauve des vies, ben, c'est sur Vous mais ça, avez sur la bien, chambre d'un enfant, c'est une infantilisation, c'est ça la conséquence. Et évidemment, comme absolument. ça a tourné à plus haut régime aux États-Unis depuis plus longtemps qu'en France ou en Europe, bah oui, les Américains sont plus infantiles que la plupart des Européens. Oui, oui. Votre excellente connaissance de la télévision anglo-saxonne euh, a récupéré mon erreur. Je tiens à reprendre la juste définition du tititainment. Selon Brzezinski, c'est l'effet pacificateur de la télévision qui est similaire à un enfant qui suce le sein de sa mère. Ah Vous avez oui, parfaitement couvert la question. oui. Un Alors, grand il me semble merci et aussi je m'excuse que auprès il des faut spectateurs. pardon, je suis très franchouillard là-dessus, mais je ne sais pas si c'est une personne appréciée au cercle, c'est pas grave. Moi, je suis un électron libre, je suis comment on appelle, un franc-tireur. Patrick Buisson, dans son ouvrage, pas celui-là, mais celui d'avant, que je conseille, a écrit des pages magnifiques sur l'arrivée de la télévision dans les foyers en France dans les années 60. Il appelle ça la religion cathodique. Hein, c'est-à-dire ce poste de télévision qui est au milieu de la pièce et toute la famille qui est autour, c'est-à-dire qui se dévoue à une espèce de saint comme ça, c'est-à-dire que la télévision qui entre dans le foyer et les membres de la famille qui se mettent autour, il a une plume remarquable. En plus, je conseille beaucoup. Ça va sans doute plus loin que Brzezinski, mais je sais pas, je ne connaissais pas cet aspect de l'œuvre de Brzezinski, désolé. Euh, bon, ben maintenant, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que la télévision, on l'a là c'est-à-dire qu'on a cet appareil prothèse. C'est une prothèse, en fait, le téléphone portable accroché à notre main sans arrêt. C'est-à-dire que non seulement, avant, on arrivait à faire de toute la famille un enfant bah, qui suçait voilà, au sein de la télévision. Et puis maintenant, c'est encore plus éclaté, c'est-à-dire que chacun, ils sont tous dans la même pièce et ils regardent tous leur téléphone en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Euh, Ça va encore, c'est dépassé les réflexions sur la télévision maintenant, on est encore au-delà de ça. Voilà. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin pour quand même concevoir une petite note positive dans nos chers esprits. Je vais couper la question de Gérard et celle de Eri Seldonov. Gérard nous demande comment produire les anticorps contre la propagande. Est-ce que Bernays offre des remèdes à ces poisons? Et Harry nous dit, nous savons, ils savent que nous savons qu'ils savent que nous savons, et ils continuent encore. Ne pouvons-nous pas imaginer que le discours officiel devienne fort heureusement de moins en moins audible par les masses? Oui, bah ça c'est évident. Alors après, sur le nous savons, ils savent que je comprends parfaitement mais moi, en réalité, je pense que tout ça est automatique. C'est-à-dire j'en reviens à cette histoire de carburant, de la propagande, de la prospérité. C'est-à-dire que ça passe quand il y a de la stabilité économique, euh, c'est-à-dire grosso modo des sociétés telles qu'on les a connues
À l'occasion de plusieurs phases au XXe siècle, voilà, post-guerre en France ou les années 20 aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on avait ce bâton de la propagande, mais la carotte, eh bien, c'était le confort matériel. Et quand il n'y a plus de confort matériel, le message de propagande ne passe plus, tout simplement. Je veux dire, si, on était dans une société totalement prospère, je disais tout à l'heure que le type qui se mettait à alors c'est pas si absurde que ça, parce que j'ai lu là ce matin que je crois que Nigel Farage a fait une vidéo là-dessus, dire qu'il y a des débats au parlement britannique sur les confinements climatiques. Enfin bon, force est de constater que le type qui arrive maintenant avec une idée de confinement, bon, je lui souhaite bien du courage. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est forcément parce que les populations ont développé ces fameux anticorps que vous évoquiez à la pro oui, sans doute. C'est-à-dire qu'on est un peu plus rodé, mais je pense que c'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est que tout simplement, le lien entre, heu, confinement et saccage économique est établi. Il y a aucun problème. Alors maintenant, on essaye de développer tout un tas de narrations là-dessus, en nous expliquant que: «Oh, c'est de la faute de Poutine, s'il est pris de» mais tout ça, c'est de la rigolade. Non, c'est parce qu'on a arrêté de faire tourner l'économie à plusieurs reprises, sur plusieurs mois au total, qu'aujourd'hui on est dans la mouise sur le plan économique. Enfin, je veux dire, personne qui nie ça, c'est un problème avec les notions de base, d'économie. Bon, c'est tout. Heu Eh bien, ça ne passerait plus tout simplement parce qu'on est arrivé cette propagande ne marche plus parce qu'on est arrivé à un tel niveau, d'affaiblissement économique qu'on n'arrive plus à faire gober ça et de la même manière que la narration guerrière qui est en place, c'est-à-dire qu'en Bretagne, le type qui s'est retrouvé au chômage depuis 3 4 mois parce que son usine sous-traitante, je ne sais pas quoi, a fermé à cause de Poutine, hein, vous savez, hein, c'est à cause de Poutine, les prix de l'énergie ont monté. Non, elle a fermé parce que il y a plus d'industrie, qui vaille, en France depuis longtemps, pour des raisons monétaires, pour des raisons de politique publique, pour des raisons de marché européen et que là-dessus, on vient encore mettre, alors à 2 3 reprises, des chocs économiques qui consistent à boucler, 1/3 de la machine de production française sur plusieurs mois. Donc en fait, le type va se dire: «Ah oui, mais comment ça? Et en plus, il faut envoyer du fric à Zelensky?» Non, donc ça marche plus. Donc en fait, les anticorps se font, heu, apparaissent automatiquement, à partir du moment où, une des conditions fondamentales de la réussite de la propagande qui est la prospérité économique, n'est plus remplie. Alors c'est pas très, optimiste ce que je dis parce que, parce que grosso modo, ce que j'explique, c'est que, bah, plus on est dans une situation défavorable, moins on a tendance à gober la propagande, en fait. C'est plutôt ça, parce que bon, le type, il gagne bien sa vie, il vit dans le confort matériel. Bon, il se dit: «De toute façon, oui, c'est normal qu'il y ait une hiérarchie, qu'en haut, il y ait des types qui expliquent qu'il faut faire plutôt comme ça, comme ça». Par ailleurs, le confort matériel permet d'échapper à certaines choses. Bah, tout simplement, confinement, bah, une maison à la campagne, hein, ça pouvait être utile à l'époque, voilà, on échappait au confinement. Moi, je connais des personnes qui, confinement, ils ont pas connu, hein, voilà. Et ben, pour le personne dans le confort matériel, les CSP+, propagande ou pas, ça change pas grand-chose. Heu, Plus on descend dans les couches, c'est des tendances, hein, il y a des exceptions dans chaque couche de la population et cetera, mais quand même plus on descend, moins enfin plus il y a d'anticorps par rapport à toutes les propagandes qu'on connaît, heu, moi voilà, c'est donc voilà ma manière de bon les anticorps pour des raisons économiques et sociales se font, et aussi, bah, on oublie toujours, c'est un petit chapitre dans l'ouvrage, les questions d'immigration. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a travaillé au corps 45 ans et puis maintenant la réalité devient quand même, absolument, évidente. Voilà, comme ça la boucle sera bouclée, c'est par là qu'on commençait. Bon, oui, il y a un lien entre immigration, extra-européenne, immigration massive et délinquance et criminalité, violence, publique, enfin, c'est évident.
Il y a une population en France qui change, c'est évident. Il suffit de se servir de son nerf optique. Alors ensuite, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est un autre débat. Mais je veux dire, nier ça et anesthésier les gens pour les aider. En fait, ce qui se passe, c'est que on va tout doucement arriver à un point où on va expliquer: «Ah oui, vous avez raison, mais maintenant c'est comme ça, on peut plus rien faire». Et ça, c'est vrai pour tout. C'est comme les histoires d'écoute téléphonique avec le Sénat. C'est-à-dire vraiment tout le monde éructe là-dessus depuis 3 4 jours. Mais enfin, il faut être complètement à côté de la plaque pour penser que tout ça n'existait pas avant. Donc en fait, quand on fait passer des choses, c'est souvent que ça existe déjà avant. C'est comme quand on ment à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ment à quelqu'un, on a fait une connerie, on la reconnaît pas tout de suite, on la reconnaît dans 3 mois. Bah, ces braves sénateurs qui ont voté le fait de pouvoir activer nos téléphones, c'est pas une nouveauté, ça existe déjà. C'est juste qu'on est arrivé à un point où ils le reconnaissent publiquement. Pour les changements de population en France, ce sera pareil. C'est-à-dire dans 3 4 ans, on nous expliquera: ah oui, vous avez raison. Donc les types qui étaient contre ça depuis 30 ans avaient raison. Hein, mais dans 3 ans, on va leur expliquer que, bah, oui, vous avez raison, mais maintenant on peut plus rien faire. Voilà, c'est comme ça. Nous remercions grandement notre public du live pour sa présence et ses excellentes questions. Nous saluons aussi et invitons à mettre des commentaires pour poser des questions le public de YouTube qui aura droit à la rediffusion. Nous remercions évidemment notre invité qui a encore une fois été très intéressant. Écouter des vidéos, c'est très instructif, mais lire, ça développe encore nettement plus l'intelligence. Nous invitons donc nos spectateurs à lire. Attendez, mon fichier a sauté. Édouard Bernays, L'homme qui murmurait à l'oreille des foules. Vous le retrouvez en description. Je vous invite tous à vous le procurer. Il est passionnant. Monsieur Caspar, à une prochaine fois sûrement. Eh ben, j'espère, bientôt. On a pris plusieurs paris, alors s'il y a un des, voilà, Ah non, bientôt. mais soyez prêts, hein, le public est On va féroce. Hein. expliquer le lâchage de Zelensky, là, vous penserez à moi tout de suite, j'imagine. Ah, j'ai noté. Moi, j'ai pris des paris et j'ai beaucoup d'argent en jeu, attention. Voilà. Un grand merci à tous et merci à la technique pour tout son travail aussi. Merci beaucoup.